Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo embarquée à l'arrêt, comme ça, pas de bruit, pas de nuisance, pour que ce soit audible. Je suis tombé par hasard sur une information qui est à la fois quelque chose de fantastique mais à la fois effrayant. Cette information touche potentiellement des domaines qu'on connaît, dont on a entendu parler, qui émanaient également dans la science-fiction. Souvenez-vous de Dolly, cette brebis qui avait cette particularité d'être le premier être vivant cloné. Cet événement date déjà depuis un certain nombre d'années. Depuis, évidemment, la biologie, la science, la recherche a considérablement évolué, de telle manière aujourd'hui qu'on est capable de fabriquer un certain nombre de cellules vivantes. En parallèle à cela, les cellules vivantes, qui sont, tout du moins les techniques, sont brevetées. Et ces brevets, parfois, servent l'intérêt mercantile de certaines sociétés. Alors, si aujourd'hui, on est dans des expérimentations pour permettre, dans le cadre de la santé, dans le cadre de pouvoir soigner des gens, plus particulièrement par exemple des grands brûlés, on est déjà dans des bonnes avancées de recherche médicale, de recherche biologique pour créer, fabriquer des cellules qui permettent de remplacer des cellules mortes sur des organismes vivants, plus particulièrement évidemment des êtres humains. On a tous entendu parler de ces possibilités de fabriquer des cellules souches pour pouvoir ensuite essayer de développer pas des structures, mais des éléments qui permettraient de pouvoir changer par exemple des organes malades ou de faire des transplantations, je cherchais le mot. C'est assez compliqué parce qu'il faut quand même développer des cellules qui correspondent à l'individu. Parce que la frontière qui est encore assez protubérante dans ce domaine, c'est que si on a les techniques pour fabriquer des cellules correspondant à des cellules pour remplacer les cellules mortes ou des cellules défectueuses ou des cellules cancéreuses sur des organes, le problème c'est l'acceptation même de notre organisme. C'est-à-dire que parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas, parce que vous avez ce qu'on appelle des processus de rejet. Donc tout ça, pourquoi je vous parle de tout ça, de toute cette technologie, de ces sciences qui sont dans certains aspects fantastiques, parce que c'est l'évolution même de la science qui permet de soulager parfois la souffrance. Eh bien, il y a dans un hôpital pour enfants en Pennsylvanie un secteur de recherche qui a fait une expérimentation qui, comme je vous l'ai dit, est à la fois fantastique mais aussi effrayante. Pour que vous compreniez peut-être que vous avez vu ce film The Island, ou pour ceux qui n'ont pas vu le film, et si vous voulez le voir, désolé, passez quelques minutes la vidéo parce que je vais spolier. Dans ce film, c'est l'aventure de deux personnages, un personnage qui est joué par Ewan McGregor et l'autre par Scarlett Johansson, et ils sont on va dire, des survivants d'une épidémie, d'un virus qui a disséminé l'humanité à l'extérieur. Et donc ils vivent dans une sorte de structure, dans une sorte de base souterraine. Et ils sont convaincus d'être des survivants et que de temps en temps, il y a une loterie qui leur permet de pouvoir aller rejoindre justement The Island, c'est-à-dire une île qui a été assainie, qui permet de reconquérir, de redévelopper la civilisation humaine, donc de repeupler la planète. Sauf qu'en réalité, ces personnages sont complètement dans un mensonge. Parce qu'en réalité, ces deux personnages, ce sont des clones. Mais des clones qui ont cette particularité d'être en réalité des clones de personnes vivant dans le réel, donc dans le réel, c'est-à-dire notre société, c'est-à-dire qu'en réalité, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de catastrophe. Et ces individus, en fait, servent de pièces détachées. C'est-à-dire que ce sont des êtres humains clonés, fabriqués par une entreprise qui possède donc des brevets sur ces individus, c'est-à-dire que finalement, ces individus ne sont pas considérés comme des vivants, ils sont considérés comme des produits, et que si leurs sources, leurs origines tombent malades, un problème, un cancer, etc., eh bien, tout simplement, on leur pique l'organe
qui correspond à celui de leur source d'origine, puisque ce sont des clones. Donc, étant des clones, on fabrique donc des pièces de rechange qui sont compatibles avec l'individu de souche, l'individu d'origine. Alors c'est de la science-fiction, quoique. Si on se souvient de la loi bioéthique qui a été votée à l'Assemblée nationale il y a maintenant un petit bout de temps, on se souvient qu'ils ont quand même réussi à mettre les premières pierres de ce qui pourrait à l'avenir permettre à d'autres lois de s'incrémenter sur cette loi bioéthique et déterminer si, oui ou non, si l'on fabrique un fœtus, ou si l'on utilise un fœtus dans le cadre d'une expérimentation, et que cette expérimentation donne en effet un résultat positif, est-ce qu'à partir du moment où le fœtus existe, à partir de combien de semaines on le considère comme étant du vivant? Dans ce cas-là, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de licence qui s'applique sur ce vivant. Et c'est là tout le problème. Car imaginons si une société réussit à trouver un processus, une technologie qui permet de fabriquer un fœtus, c'est-à-dire de rendre fécond un processus biologique hors un socle biologique. Si un fœtus commence à se développer, est-ce que ce fœtus est considéré comme étant du vivant ou est-ce qu'au contraire, il devient propriété d'une licence ou d'un brevet? Eh bien, c'est pourquoi je vous parle de cet hôpital des enfants en Pennsylvanie. Eh bien, tout simplement, ils ont récupéré un fœtus. Alors, ils n'ont pas fabriqué le fœtus, ils ont récupéré un fœtus d'agneau. Et ils l'ont mis tout simplement dans un incubateur artificiel. Et le fœtus s'est développé. Nous avons assisté, en réalité, à tout simplement ce que la science-fiction nous avait déjà plus ou moins habitués. Déjà, Aldous Huxley, dans son roman Le meilleur des mondes, qui date de 1933, je crois, il parlait déjà de bébés fabriqués, c'est-à-dire des bébés qui naissaient dans des processus de technologie biologique, de biotechnologie, mais plus de façon naturelle, non plus dans le ventre d'une femme, dans un système, dans un fœtus, etc. Cette idée a souvent été reprise dans la science-fiction. Plus récemment, je suis en embarqué, donc je ne peux pas vous montrer l'affiche de Matrix qui est derrière moi maintenant dans le lieu où je tourne mes vidéos. Mais dans Matrix, justement, souvenez-vous de cette scène où Morpheus explique la réalité à Neo et qu'en réalité, les machines, la matrice, cultivent finalement les êtres humains. C'est-à-dire que les êtres humains ne naissent plus de façon naturelle. Eh bien, là, la réalité vient de dépasser la fiction. C'est-à-dire que ces scientifiques ont réussi à mettre au point une poche dans laquelle un fœtus peut se développer normalement. Vous voyez l'image? Elle est où? C'est parlant, c'est criant. Pourquoi c'est effrayant? C'est effrayant parce que, pour ce que les médias vous montrent, c'est-à-dire le résultat de cette expérience, vous pouvez imaginer qu'est-ce que d'autres expériences plus secrètes pourraient éventuellement être en train d'essayer de s'amuser de faire. Personnellement, je vous le dis très sincèrement, je pense que ça fait de nombreuses décennies qu'il y a des expérimentations pour essayer de créer des êtres humains artificiels. Des êtres humains faits de chair et de sang, mais qui ne naissent pas et qui ne se développent pas de façon naturelle. C'est-à-dire cultiver la production d'êtres humains. Et pourquoi c'est effrayant? Et pourquoi je vous parlais justement de ce processus de licence, de brevet? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la biologie, la science est confrontée à des coups de butoir de la part du capitalisme, de la part des mondialistes, qui veulent essayer d'assouplir les principes et les règles éthiques? Pour nous, l'éthique, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où un être est vivant, il a des droits. Ça dépend. Nous cultivons aujourd'hui, nous faisons de la reproduction de masse pour avoir de la viande, le poulet, le porc.
l'agneau, le bœuf. Mais si demain nous avons des technologies qui permettent de pouvoir produire sans être obligé d'en arriver à des processus naturels d'élevage, et ensuite on tue l'animal pour le découper, le dépecer et vendre la viande. Eh bien des procédés, il en existe. Il en existe puisqu'il existe déjà par exemple un brevet. Aux États-Unis commence à être vendue une viande qui a l'allure de la viande, qui dans sa texture, dans sa matière, c'est de la viande, sauf qu'elle ne vient pas d'un animal. C'est en réalité une viande qui est entièrement fabriquée. Donc encore une fois, pour ce que l'on voit publiquement, combien de projets secrets peuvent exister pour contourner en réalité les lois éthiques, les contraintes éthiques. Donc, cette expérience en Pennsylvanie, c'est fantastique, c'est magnifique. Mais d'un autre côté, en effet, comme je vous l'ai dit, c'est effrayant. C'est effrayant parce que, pour ce que nous voyons en surface, qu'est-ce qui peut exister en dessous? Et enfin, pour terminer cette vidéo, j'essaie de faire quand même de temps en temps des vidéos un petit peu courtes. On a appris lundi un grand bouleversement dans la grande compagnie de chez Mickey. Je veux parler de Disney. Vous savez, on en a parlé de temps en temps avec ce problème des streamings et des salles de cinéma. Disney, lors de la pandémie, alors que les cinémas étaient sur le point de réouvrir, a coupé l'herbe sous le pied de certains réseaux d'exploitation en diffusant finalement le film, certains films, directement sur sa plateforme streaming, c'est-à-dire que les films ne passent pas en cinéma. On a eu le cas de, je ne sais plus qu'est-ce que c'était comme film, je crois que c'était peut-être la petite Sirène 2 ou un truc comme ça. On a eu le cas de Mulan, le fameux Mulan en live qui a été diffusé uniquement sur la plateforme et qui n'a pas été sorti en salle. Et cette année, on a eu en France cette menace de Disney de ne pas diffuser le film Black Panther dans les salles de cinéma parce que plus trop d'accord avec le principe de la chronologie des médias. Je ne vais pas revenir dessus, vous le savez, c'est une chronologie qui permet de protéger les différents acteurs culturels du cinéma. Sauf que le problème, c'est que face au streaming, eh bien, certaines compagnies comme Netflix, comme surtout Disney, vous avez Paramount Plus qui vient d'arriver également sur le marché français. C'est-à-dire qu'entre le moment des films qui sortent en salle et leur mise à disposition sur leur plateforme streaming ne s'écoule que quelques semaines. Or, la chronologie des médias français impose bien plus que quelques semaines. Donc ça pose problème. Mais au-delà de cela, Disney, cette année, a été confronté à des réalités. Réalités sur leurs films, qu'ils soient en salle ou sur leur plateforme streaming. On le sait, Disney, depuis quelques années, ne peut pas s'empêcher désormais de mettre du wokisme, de mettre de la diversité, de faire de l'appropriation culturelle en transformant certains personnages qui, normalement, dans la culture populaire, sont d'une certaine couleur et on les transforme en une autre couleur. Là, par exemple, on a la fameuse petite sirène en version live, la petite sirène qui à l'origine était blanche, rousse, je crois, blonde, je ne sais plus, et qui va devenir noire. On a eu dans le film live de La Belle et la Bête un gay. Et comme ça, on inclut bien des personnages, mais des personnages qui ne sont en réalité pas des personnages qui ne font avancer l'histoire ou la narration du film ou de la série, mais des personnages qui sont là uniquement pour faire de la représentation, de la diversité et des minorités. Même les séries Star Wars, que ce soit Mandalorian, que ce soit Boba Fett, que ce soit même Andor, on sent bien, avec la trilogie évidemment Star Wars qu'on a eue dans les années 2010, cette volonté de faire de l'inclusion, de la diversité. Alors, je ne suis pas contre. Sauf qu'à un moment donné, il faut que ça soit justifié. Or, en faire une systématisation, là, ça pose problème. Ce qui fait qu'un certain nombre de films qu'a sorti Disney, qui étaient des films très attendus, qui étaient des films sur lesquels Disney comptait pour faire rentrer des brousoufs dans les caisses, eh bien, en réalité, ont été des échecs. Pas des échecs absolus,
C'est des films qui ont très bien marché, mais pas suffisamment suivant les objectifs et les espérances. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé lundi qu'au bout d'un moment, il a commencé à y avoir depuis quelques semaines des remontées auprès du conseil d'administration que le PDG, finalement, et ça a été confirmé d'ailleurs par la directrice financière de Disney Company, que finalement le PDG que le conseil d'administration avait placé, en réalité, il n'est pas aussi bon que ça. Non seulement il n'est pas aussi bon que ça, mais en plus de ça, il y a eu des remontées de plaintes. Des plaintes de gens qui essayaient de sauver un petit peu les meubles de Disney dans certains projets, dans certains programmes, etc. Et il se trouve que, alors c'est Shatner, Peck, je crois. Bref, il a pris des choix stratégiques qui ont coûté beaucoup d'argent. Surtout au niveau des parcs. Vous avez peut-être entendu le problème du parc Disney à Marne-la-Vallée, où ils ont développé des produits qui étaient affiliés à ces fameux abonnements annuels. C'est-à-dire vous payez un pass annuel et vous pouvez aller autant de fois dans le parc que vous voulez. Sauf qu'avec le temps, ils ont imposé de plus en plus de restrictions. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens qui achetaient des passes, quand il y avait parfois quelques événementiels, etc., ils n'avaient pas accès aux événementiels. Il fallait qu'ils payent en plus. Et il y a eu ce problème des réservations. C'est-à-dire que pour réguler la présentielle du touriste, du public dans le parc, ils ont développé un système de réservation. Sauf que le problème de réservation, il n'a pas très bien fonctionné. C'est bien qu'en réalité, vous avez des gens, parfois qui se sont déplacés, qui ont fait des centaines de kilomètres, qui avaient réservé, et au final, ils se sont retrouvés coincés à la porte, sans pouvoir rentrer dans le parc. C'est un des scandales, comme il y en a eu aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut savoir que là, on vient d'apprendre que le prix d'entrée des parcs a augmenté. C'est bien qu'actuellement, on est sur du 190$ l'entrée, en tarif normal. Vous imaginez qu'aux États-Unis, Disney, comme tous les parcs d'attractions en général, c'est très familial. C'est-à-dire que, en moyenne, 90% des gens qui vont dans les parcs, ils vont à 3, 4, 5 ou 6 personnes. Donc c'est un budget. Or, la vocation de Disney, ou tout du moins de Disneyland ou de Disney World en Floride, c'est de toucher une clientèle qui est essentiellement populaire. Or, la population populaire aux États-Unis, aujourd'hui, elle n'a plus forcément les moyens de claquer 190$, voire 200$, voire même 300 ou 500$ pour une journée. Oui, parce qu'il faut manger, il faut boire, il faut acheter des souvenirs. Donc ça commence à être un gros budget, un budget que certains Américains n'ont plus les moyens de faire. Et donc, conséquence, chute de fréquentation. Depuis que les parcs ont réouvert en début d'année, en effet, la fréquentation n'est plus là. Erreur stratégique, erreur commerciale, erreur sur les stratégies commerciales pour essayer de faire revenir les gens dans les parcs. Aujourd'hui, le patron de Disney a été remercié. Alors non seulement il a été remercié, mais en plus de ça, le conseil d'administration a rappelé l'ancien PDG. Donc je peux vous dire que si même Disney aujourd'hui se retrouve à devoir en catastrophe changer son PDG parce que on arrive en fin d'année, on arrive aux périodes de fin de compte, des bilans, et que vu que le bilan de troisième trimestre n'est pas du tout à la hauteur, ça coince. Il faut savoir qu'aux États-Unis, Disney, c'est un indice. C'est-à-dire la fréquentation des parcs Disney est un indice de consommation dans les statistiques américaines. Au même titre, par exemple, que McDonald's en France est aujourd'hui un des facteurs, un des éléments qui permet d'établir de la statistique concernant la consommation. Et bien là, force est de constater qu'en effet, l'inflation aujourd'hui, ça ne sert plus à rien d'essayer de la planquer. Ça ne sert plus à rien de la planquer dans ce sens où aujourd'hui, on a eu le midterm. Aujourd'hui, le Sénat est conservé par les démocrates, la Chambre des représentants est républicaine. Sauf que,
le pire pour les progressistes est en train de se produire. C'est-à-dire que face à l'incapacité, à l'incompétence, face à des discours de polichinelle, face aux milliards et milliards de dollars envoyés en Ukraine, alors que les Américains aujourd'hui, pour certains d'entre eux, sont en train tout simplement de tirer la langue. Vu que beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont en pénurie de main-d'œuvre, tout simplement parce que l'inflation a augmenté les prix et qu'ils n'ont pas compris qu'on continue à payer leurs employés 7 ou 10 dollars de l'heure, au bout d'un moment, les employés ils finissent par claquer plus d'argent pour se déplacer dans les transports, le trafic, etc., que ce qu'ils gagnent. Ça, c'est une réalité économique. Donc vous avez des acteurs qui aujourd'hui sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer parce que, mis à part trouver des jeunes ou des vieux, le problème c'est que les jeunes et les vieux ne réussissent pas à combler les manques des gens qui étaient là avant, qui étaient compétents, qui étaient formés, qui étaient productifs. L'inflation, aujourd'hui, il y en a un qui en tire un profit. C'est Donald Trump. Vous l'avez vu, Elon Musk a fait un sondage auprès des Twitter pour savoir s'ils étaient d'accord pour réintégrer Donald Trump sur Twitter. Le résultat a été un oui, pas énormément, mais un oui quand même. En l'espace de 48 heures, le compte rétabli de Donald Trump, qui était à 0 abonnés, a atteint plus de 80 millions d'abonnés. Alors même si on estime que sur les 80 millions, il y en a peut-être un quart ou un tiers qui sont jusque là pour avoir les tweets, mais qui ne sont pas des pro-Trump en particulier, ça veut dire que même si on prend 50 millions, ça veut dire que déjà, on est sûr qu'il y a 50 millions d'Américains qui sont prêts à voter pour Donald Trump en 2024 s'il se représente. Et il va se présenter. Sauf que là, il va se présenter avec de la concurrence. Je vous l'avais dit. Un de ceux qui aujourd'hui a le mérite d'être sous les projecteurs, c'est le gouverneur actuel de Floride, je cherchais l'État, DeSantis. Donc on va voir. On a 2 ans. 2 ans pour voir comment la situation va fonctionner. Mais d'ici là, les choses vont peut-être pas forcément s'améliorer. D'autant plus que la guerre en Ukraine, même s'il y a des tentatives d'essayer, je dirais, de calmer le jeu et d'essayer de commencer à trouver des compromis, on voit bien que Zelensky ne veut absolument rien lâcher. On voit bien que Zelensky a bien la ferme intention de ne pas négocier. Sauf que le problème, c'est que quand ça va commencer à coûter un peu trop cher de filer de l'argent, de l'armement, etc., je rappelle qu'en France, là, Macron, il est limite en train d'essayer d'envoyer du matériel qui, normalement, est du matériel de l'actif de notre armée. Et les Américains, c'est pareil. Là, les Américains, il va y avoir un moment donné où le contribuable va peut-être comprendre que quand Biden dit qu'il va envoyer 4 milliards et puis un coup de 8 milliards, etc., les Américains vont comprendre que c'est eux qui vont payer la facture. Que l'argent, c'est pas de l'argent qui sort de la cuisse de Jupiter ou d'un œuf Kinder. Hein? Je ne sais pas véritablement où tout ça va aller, mais comme je vous l'ai dit, le fait que Disney, le PDG de Disney se soit fait débarquer aussi rapidement par le conseil d'administration, c'est bien un signe que va falloir à un moment donné prendre conscience qu'il va falloir arrêter les conneries. Et je pense que dans certaines entreprises, il y a des gens qui commencent à le dire, à l'avouer, à essayer de le faire prendre conscience au conseil d'administration. Twitter, par exemple. Twitter, Musk a réussi à acheter Twitter. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à convaincre les actionnaires que l'état financier de Twitter est catastrophique, qu'il perd de l'argent. Évidemment, il y en a certains qui ont critiqué Musk parce qu'il a viré des gens. Je rappelle, il y avait 7000 employés, je crois, à Twitter. Je crois qu'il en a viré à peu près 3000, à peu près la moitié. Tout de suite, ah, regardez, dictature, ah, salopard. Mais non, il fait son boulot.
Quand vous avez une entreprise qui est dans le rouge, vous n'allez pas garder des gens, vous allez essayer de trouver le moyen de réduire les coûts. Et un des procédés utilisés dans les entreprises pour réduire les coûts, c'est bien évidemment réduire la masse salariale. C'est logique. Évidemment, c'est pas logique quand c'est vous qui vous faites virer. Tout comme c'est pas logique parce que moi j'ai perdu mon boulot parce que l'entreprise a décidé de liquider le cinéma. Pour faire des économies, pour réduire les coûts, pour essayer d'espérer, en réduisant les coûts, de trouver un repreneur avant le printemps 2023, période à laquelle Regal et Cineworld sera liquidé. C'est-à-dire que là, ça sera fermeture de tous les cinémas s'il n'y a pas de repreneur. Or, pour qu'il y ait un repreneur, il faut assainir les comptes. Logique. Sauf qu'évidemment, quand on veut assainir les comptes, parce qu'ils sont mauvais. Pourquoi les comptes sont mauvais? Parce qu'il y a une conjoncture. Mais cette conjoncture, est-ce qu'elle était prévisible? Oui, plus ou moins. On le savait depuis la crise de 2008. Personne n'a tiré les leçons. On a continué. Tous les politiciens, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les États-Unis, la Russie, la Chine, etc., ils sont pieds et poings liés. Ils n'ont pas les pleins pouvoirs. C'est les mondialistes. C'est la finance qui aujourd'hui tire les rênes. Donc si vous comprenez ça, ce que vous allez voir, ce que vous voyez n'est pas surprenant. Sauf qu'il y a un moment donné, comme je vous l'avais déjà expliqué, ces mondialistes, ceux qui aujourd'hui veulent instaurer le nouvel ordre mondial, ils n'auront pas d'autre choix que de vous supprimer vos libertés sous des prétextes fallacieux, ou mettre en place des structures, des stratégies avec la complicité de politiciens incompétents, arrivistes, ambitieux, orgueilleux, pour foutre le bordel. Et en foutant le bordel dans une société, eh bien, vous légitimez l'État de reprendre la situation en main par des lois liberticides. Continuons à observer, continuons à constater, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, joyeux Thanksgiving.